Bienvenue sur la chaîne de Mental Waves, je suis Lily, j'ai le plaisir de vous présenter chaque mois des invités de renom qui viennent nous parler spiritualité, bien-être, médecine douce. Et aujourd'hui je suis très honorée d'accueillir un invité prestigieux, un neurochirurgien, docteur en neurosciences, qui va nous parler d'un sujet inhabituel pour un médecin, la survie de la conscience et les vies antérieures. Cet invité c'est le docteur Philippe Pincalé. Bonjour Philippe. Bonjour Émilie, moi je suis ravi de pouvoir discuter de ce sujet assez passionnant et puis de partager ça avec ta communauté et puis tous les gens qui voudront bien s'intéresser à ces sujets-là. Et on leur dit bienvenue, on dit bienvenue à toi, merci de nous rendre visite. Je sais que tu as un emploi du temps chargé, donc on est heureux de t'avoir ici chez Mental Waves. On va évoquer ensemble un sujet peu commun qui commence quand même à gagner en visibilité auprès du grand public, mais aussi auprès du personnel médical. Ce sujet, c'est la survie de la conscience, ou plus clairement, ce qui se passe après la mort du corps physique, le voyage de l'âme, les différentes vies qu'elle traverse. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, comment toi, neurochirurgien, donc une approche assez classique, on va dire, de la médecine, comment t'en es venu à explorer ce sujet? Ben, c'est une approche classique, mais la conscience est quand même notoirement, en tout cas dans la vision, la grille de lecture de la science actuelle, de la biologie, de la médecine, de la neurologie, de la neurochirurgie, est réputée être localisée au niveau du cerveau. Donc cet organe qui, sur le plan professionnel, me concerne depuis plusieurs années maintenant. Alors certes, dans une approche quand même très mécanique, puisque c'est de la chirurgie, un acte manuel malgré tout, ben, la compréhension de la conscience, c'est le même organe, hein. Finalement, c'est entre le psychiatre et le neurochirurgien, les outils sont différents, mais on va traiter donc cet organe assez particulier qui est le cerveau. La conscience, on s'est aperçu, alors dans une spécialité où on meurt beaucoup, qui est la neurochirurgie, que ce soit de tumeurs cérébrales, de traumatismes crâniens, de rupture d'anévrisme ou de choses comme ça. Bon, c'est comme ça, on est confronté beaucoup à la mort du corps physique en tout cas. Et d'abord à titre personnel, professionnel. Ensuite, dans mes lectures assez abondantes sur ce sujet-là, qui est donc la conscience, dans tous ses avatars, dans sa présentation et l'intérêt que ça peut avoir dans nos vies personnelles et professionnelles, il y a eu des arguments qui ont été publiés de la survie d'une certaine forme de conscience, et même on va voir de manière très curieuse d'hyperconscience, alors que l'électroencéphalogramme, le fonctionnement mécanique, biologique du cerveau était nul, et égal à zéro. C'est la définition de la mort cérébrale, c'est-à-dire un électroencéphalogramme plat pendant un certain temps. C'est la définition officielle de l'OMS la mort cérébrale en tout cas. Et dans certains cas, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, qui sont en fait des morts transitoires, point de vue strictement factuel, euh, il y a plusieurs témoignages. Alors depuis très longtemps, dans la littérature, j'allais dire romantique, mais également même rapportée du point de vue scientifique ou médical, euh, des, des témoignages de gens qui ont vécu donc cet état-là de médical où le cerveau ne fonctionnait plus et où ils avaient des états d'hyperconscience. Ça commence dans le livre 4 de la République de Platon avec le mythe de R, le Pamphilien, qui est un guerrier mort au combat, pour lequel Platon décrit très bien son corps qui est exposé avec plusieurs autres cadavres sur un champ de bataille. Et les dieux vont lui proposer un deal qui est d'aller de l'autre côté, après ça, la mort du corps physique, donc d'aller de l'autre côté et de revenir surtout, parce que d'aller de l'autre côté, ben, c'est ce que fait l'âme en fait. Mais elle va où? Et il va revenir, ce mythe-là, et donc les dieux lui proposent de revenir parmi les humains pour témoigner de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est exactement, il va décrire, donc c'est quand même 500 ans avant notre ère, Platon, il va décrire exactement ce que vivent les expérienceurs de mort imminente actuels, ce que Jung en 1944 a fait lors d'un accident cardiaque, parce que essentiellement, dans 95% des cas, les expériences de mort imminente sont, du point de vue médical, des arrêts cardiaques. En fait, bon, c'est comme ça. Et Jung, qui en a fait plusieurs, d'ailleurs, il a fini par en mourir, en 1944, il fait une expérience de mort imminente et il décrit ça dans Ma vie.
qui est quand même un peu le condensé de tout ce qu'il a fait, ses pensées, etc., et sa biographie, donc. Et il décrit quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que peuvent voir les astronautes dans l'ISS, c'est-à-dire la vue panoramique, en fait, de la Terre. Voilà. Et il écrit lui-même, il dit, tout ce que j'ai fait après, c'est là que mon œuvre se situe à partir de 1944. Wow. Donc, tous les écrits qu'il a faits. Donc, voilà, je parle Platon, Jung, mais pour venir dans une dimension plus actuelle, plus contemporaine, il y a un livre que je peux vous conseiller, là, que vous pourrez lire, je garde toujours c'est ma culture, c'est ma formation quand même, ce coup d'œil scientifique sur quelque chose de cartésien. Alors, je crois à plein d'autres choses qui ne peuvent pas être démontrées, qui ne pourront jamais, heureusement d'ailleurs, être démontrées par la science. Malgré tout, c'est toujours intéressant quand nos intuitions, quand notre carte du monde non cartésienne rejoint les données de la science, en fait. C'est toujours le dialogue et quelque part un peu la vérification. C'est toujours un argument supplémentaire, en tout cas. Et donc, ce cardiologue, on parlait de la cardiologie tout à l'heure, justement, qui s'appelle Pim van Lommel, qui est un cardiologue hollandais, a publié en 2001 ou 2003 la plus grosse série mondiale d'expériences de mort imminente documentées. C'est-à-dire que les gens en réanimation ont fait des arrêts cardiaques qui ont finalement n'ont plus irrigué le cerveau, et comme ils étaient en réanimation avec un entourage médical et moyen de mesurer, c'est-à-dire de faire un électroencéphalogramme en direct, on a pu mesurer comment dirais-je, l'arrêt du fonctionnement du cerveau par électroencéphalogramme. Donc il était plat pendant plus de 3 minutes, ce qui définit donc la mort officielle. Et ils ont pu, alors certains c'était un peu moins, en tout cas il y a eu un arrêt du fonctionnement du cerveau et ils ont pu revenir, enfin il a colligé le témoignage des gens qui ont pu revenir de ces états-là, parce qu'ils ont été réanimés du point de vue cardiaque, on leur a fait un choc électrique, enfin bref, on les a réanimés médicalement, et ils ont dit, souvent plusieurs semaines, plusieurs jours après, quand ils sont revenus dans un état de santé qui leur permettait de communiquer, ils ont dit voilà ce qu'ils ont vécu, des expériences donc de mort imminente, d'hyperconscience. Et ça me faisait écho, enfin ça faisait écho justement tous ces cas, donc documentés scientifiquement, donc ça a été publié dans une très grosse revue médicale, donc quelque chose de très cartésien, mais ça fait écho à ce que tous les gens qui vivent des expériences de mort imminente vivent. Bien sûr, c'est pas enregistré du point de vue biologique. Et donc ça a donné lieu à un premier papier scientifique, je dis dans les années 2000, il y a une vingtaine d'années à peu près, qui a soulevé beaucoup de questions et de remous, on va dire, parce que c'était assez disruptif, pour employer un terme à la mode. Euh, Ça l'est d'ailleurs, mais le côté indiscutable, justement, de cette preuve scientifique fait que tu peux ne pas y croire, mais ça ne changera rien, en fait. Et toi, C'est du coup, quand même, malgré tout, ces témoignages. tu as été interpellé par ces témoignages parce que c'est des choses que tu as rencontrées aussi au bloc avec tes patients. Tu as des patients qui t'ont Au partagé. bloc, oui, quelques-uns, mais je ne suis pas cardiologue, pas réanimateur non plus, mais j'ai eu un patient, oui, qui m'a décrit, alors c'était plus une expérience de sortie de corps, Oui. mais c'est pas mon expérience personnelle, plus que, alors mes réflexions et ces lectures-là, Mm. et après on parlera après des régressions en âge, de ce qu'on peut appeler les vies antérieures, en tout cas des choses qui sont, des éléments de mémoire qui sont antérieurs à notre biographie, par l'hypnose. Donc ça, c'était une expérience en clinique que j'ai fait et que j'ai voulu poursuivre. Mais sur ce témoignage de Pim van Lommel, donc, on a déjà des choses extrêmement solides. C'est pour moi, en tout cas, l'étude scientifique qui montre, qui montre de manière indiscutable ce concept de conscience extraneuronale. Il y a eu un deuxième papier 2, 3 ans plus tard d'un réanimateur qui s'appelle Sam Parnia, qui allait dans la même chose avec une série au moins aussi grosse que ça. Et donc, on a là beaucoup d'arguments avec donc les gens qui vivent, pour résumer donc ces états modifiés de conscience, d'hyperconscience, ils vivent dans une hyperconscience, c'est-à-dire quelque chose qu'ils ne revivront même plus en état de conscience ordinaire, alors que le cerveau ne fonctionne plus. Écoute, ouais. Voilà. Les aveugles de naissance voient. Oh, Donc, on peut.
voilà, Là où il devrait y avoir zéro activité, il y a au contraire une activité rien accrue. à voir. Ouais, Ils décrivent quelque chose alors que de leur vie, ils sont aveugles de naissance. incroyable. On ne peut pas dire que c'est la mémoire. Alors, il y a Ouais, on va dire des esprits grincheux, en tout cas des gens qui ont essayé de prouver biologiquement que non, c'était de tels phénomènes de cytotoxicité, etc., que c'était de l'épilepsie. Bah non, c'est pas de l'épilepsie, puisque l'épilepsie, justement, c'est une hyperactivité de l'électroencéphalogramme. ouais, Dans cet état hyperconscient, c'est à plat. Donc, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est impossible à réfuter. C'est très difficile scientifiquement, quand tu as un esprit cartésien, à accepter, mais c'est encore plus difficile à réfuter. ouais. Si tu as une démarche cartésienne aujourd'hui, tu dois accepter au final cette théorie. Tu peux pas faire autrement. Ça peut ne pas t'intéresser et dire que oui, il y a des doutes quand même malgré tout. Voilà, personne n'est obligé, mais tu peux pas dire que ça n'existe pas parce que c'est comme ça. Alors, ce qui est intéressant, je continue hein, sur cette thématique de finalement comment sa méthode était assez intéressante parce qu'il s'est aperçu par exemple que aux États-Unis où ils ont une informatisation du dossier médical du patient qui est beaucoup plus réglée en tout cas qu'en France puisque ça reste pour l'instant très balbutiant et depuis très longtemps tout est informatisé et ils ont une case dans les interrogatoires quasi systématiques où l'infirmière qui fait ou le médecin qui fait l'accueil du patient demande est-ce que vous avez vécu des choses, alors je ne sais plus le détail des trucs, mais des choses un peu bizarres, vous avez rencontré, je ne sais pas, des êtres de lumière ou des choses comme ça à l'occasion de... Et on s'aperçoit que c'est quelque chose comme 2,5% par an de la population qui vit ce genre de choses. Donc c'est pas C'est-à-dire anecdotique. quelque chose comme 25 ou 30 000 personnes par an qui décrivent quelque chose est euh, qui rentre dans le cadre des expériences de mort imminente, même si c'est extrêmement bref. Tu vois, ça peut être un insight, comme un peu comme on peut avoir en méditation. Ça sont des choses donc très extrêmement fréquentes. Et donc voilà, donc ce concept de conscience extraneuronale, je ne fais que transmettre des choses purement scientifiques, hein. Je cite les travaux, par exemple, de Pim van Lommel, parce que c'est eux qui ont été le mieux construits et documentés. Mais ça fait tout à fait écho à... Alors, pour le coup, puisque tu me posais la question du point de vue professionnel, ça n'a fait que renforcer. Alors, j'ai pas eu besoin de ça pour me convaincre, mais c'est l'argument que je peux présenter, en tout cas, si on parle des expériences de mort imminente et des relations entre le cerveau, le fonctionnement cérébral et les neurosciences contemporaines. C'est le papier clé qui interface tout ça. Ah, génial. On le placera en description s'il y a des personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Du coup, voilà, tu as ce papier et ces recherches qui sont venues appuyer ça, et tu dis que tu as vécu des choses aussi personnellement qui sont venues nourrir ta vision. Oui, c'est ça. Mais mon cas personnel, je pense, dans cette démonstration, en tout cas, cet exposé, je pense, n'a pas trop d'intérêt parce que bah, ça amènera pas véritablement de choses, moi, à titre personnel, hein, je parle. Maintenant, du point de vue professionnel et pour les régressions dans les vies antérieures, dans ce qu'on appelle les vies antérieures en hypnose, là, c'est un outil que j'ai utilisé très longtemps. Et j'expliquerai pourquoi après, je ne l'utilise plus, mais c'est quand même très intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Alors, ça a été d'abord livresque. D'abord, bon, beaucoup d'intuitions sur ce sujet-là, mais pas de choses concrètes, en tout cas, dans ma pratique. Et ça a été la lecture du livre de Michael Newton qui s'appelle Souvenir de l'au-delà. Mhm. Ou, alors, en deux mots, si je prends un Ah peu de oui. temps pour décrire son parcours, en fait, c'est un psychiatre américain qui a donc formé à la faculté, il décrit très bien dans l'introduction de son bouquin, de manière très cartésienne, donc psychiatre formé à la faculté de médecine, qui s'installe avec l'outil d'hypnose, en fait, en thérapie. Voilà, il s'installe, il commence à faire et puis, il s'aperçoit, X raison, il fait de l'hypnose avec ses patients, il traite les problématiques. Et puis, certains, de manière spontanée, vont lui raconter des histoires ils étaient à la cour de Louis XIV, ça se passe aux États-Unis, hein. Louis XIV, à l'époque de... Voilà, ils décrivent des choses, des scènes historiques à l'époque des Vikings, dans le Moyen Âge en Haute-Écosse, etc., etc.
Il trouve ça bizarre. Et à l'époque, il y avait dans la communauté psychologique, psychothérapeutique, l'histoire ça discute encore de ce côté-là, des faux souvenirs. Comment est-ce qu'on peut manipuler la mémoire avec l'insertion des faux souvenirs, etc. Donc pour lui, il s'est dit, manifestement, c'est des faux souvenirs. Qu'est-ce qu'il va raconter des trucs de l'Égypte, de la construction des pyramides et de la guerre de sécession, quoi. Donc, il a un esprit très cartésien et pour montrer que ça n'existe pas, les régressions dans les vies antérieures, il veut absolument, il est contre ça parce que ça froisse son esprit cartésien. Il dit, c'est des faux souvenirs, donc je vais les piéger. Alors, je vais pousser l'interrogatoire parce que j'ai une démarche scientifique. Je ne refuse pas ça. Je vais essayer d'aller creuser un peu le truc. Et plus il creusait, plus il s'apercevait que c'était cohérent. Bon. Un jour, il fait un enregistrement de quelqu'un qui parle une langue qu'il n'a jamais entendue d'habitude et qui ne parle qu'en état d'hypnose. Il faut dire que du point de vue des protocoles, c'est des protocoles quand même d'exploration des mémoires, donc en l'occurrence traumatiques, puisque c'était de la consultation psychiatrique, psychothérapeutique. Et ce sont des états de conscience assez profonds, où les gens ont du mal à parler, etc. Et c'est des états assez marqués, en fait. Cette personne-là, ce patient, ne parle que cette langue en état d'hypnose. Il l'enregistre, il le fait entendre à un spécialiste qui va trouver dans une faculté, dans une université, un spécialiste des langues mortes, et il lui dit, ça, c'est de l'araméen parlé à l'époque du Christ, il y a 2000 ans. Wow. Donc, à moins d'avoir fait araméen deuxième langue, tu Ouais. vois, on était dans quelque chose qu'on ne pouvait pas inventer. Et c'est de là qu'il a basculé en se disant, mais il se passe quelque chose d'incroyable, je vais aller l'explorer. Et tout son livre, en fait, c'est une casuistique de quasiment 10 000 patients, c'est 30 ans de vie où il n'a fait que ça. Hein, au début, c'était de la... Et il s'est tellement passionné pour ça, alors il a commencé à publier, il a commencé à parler de ça dans des congrès, les gens venaient le voir exprès pour ça. Enfin bref, ça a pris une telle ampleur que ça a occupé toute sa vie professionnelle. Hein. Il est mort en 2012-2013. En fait, il faisait des formations après à l'étranger. Enfin, ça a été vraiment quelqu'un. Donc, quand même, son parcours est intéressant. Mhm. Son livre, donc, il a colligé donc, une casuistique, je te dis, d'à peu près 10 000 patients, classés en fonction, parce qu'on ne régresse pas toujours au même endroit, en fait, de l'entre-deux-vie. Il y a différentes raisons pour ça, probablement les guides qui doivent orienter l'ouverture de ces mémoires parce qu'elles ont un sens pour le sujet, pour son évolution. Et donc, le premier chapitre commence à la sortie du corps physique, de l'âme, Mhm. l'arrivée dans l'ovale de lumière, que toutes les traditions, y compris on parlait de Platon, enfin voilà, on, on arrive dans la vie dans un tube, dans un tunnel, et on en repart dans un autre tunnel. Les deux sont lumineux, c'est pas la même lumière, mais c'est que cette dynamique est toujours la même. Et on arrive entouré par des guides, entouré souvent par des gens qu'on a connus dans nos parents, des proches, enfin des amis, etc. Et tout ça, c'est bien sûr quand il collige tous les cas par segment, c'est sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, il a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de cas sur ce truc-là. Donc, et il ne fait qu'extraire ce que tous les gens qui ont régressé dans cette période-là disent. Et des Donc, gens qui ne sont pas en contact bien les uns avec les évidemment, autres, qui viennent de tout milieu, ont différentes ouvertures spirituelles, voilà, qui souvent se absolument. retrouvent à Donc, parler de choses dont ils ont même honte. Ouais, il y a vraiment ce... Waouh. il a balayé tous les biais possibles, justement, et il a fait véritablement un travail de journaliste, et donc pour moi un travail scientifique. Et donc ce gars-là mérite, euh, c'est pas parce qu'il est médecin, c'est qu'il a fait vraiment une démarche d'enquêteur, une démarche de journaliste, et il intervient très peu, à part que c'est des questions. Alors il a après il y a des chapitres où il rédige en fait pour faire une synthèse de tout ça, mais la plupart du temps, ce sont des dialogues. Ouais. Lui intervient comme thérapeute, un peu comme la maïeutique, tu vois, il pose la question et la personne répond. Et ça, c'est intéressant. Et on s'aperçoit donc de chapitre en chapitre, on suit l'âme, enfin, qui, avec toutes les ressemblances que ça peut avoir, ce cheminement, jusqu'à, alors on va, parce que la plupart, et pour certains de manière très marquée, ont eu une vie terrestre extrêmement difficile, maladie, torture, je ne sais pas, des choses extrêmement dures, ils arrivent vraiment esquintés, et ils vont dans un espèce
sorte de centre de rééducation, en fait, une espèce de cocon qui sont décrits à peu près par toutes les personnes qui sont allées à cet endroit-là, pour se régénérer. Et puis à un moment ou à un autre, alors il y a pas de temps de l'autre côté, hein, le temps est une dimension purement terrestre, et on poursuit notre évolution, en fait, toujours entouré par les guides, hein, c'est à 100% comme sur Terre, c'est à 100% pédagogique, l'expérience qu'on peut faire pour la progression spirituelle. Et puis arrive un moment qui, pour moi, ça m'a littéralement saisi, presque dans un état, je dirais, bon, sans exagérer, mais presque extatique, tellement c'était clair et ça pouvait répondre à des questionnements existentiels. C'est le choix d'une nouvelle incarnation. Ce qui, bien sûr, fait écho à celle qu'à un moment ou à un autre, dans cette vie-là, on a passé, bah, toutes les vies qu'on a faites, on est passé par cette étape-là. Mais c'est quand même incroyable que ce soit décrit comme ça. Alors, ce qui est décrit, c'est une espèce d'amphithéâtre, en fait, où on voit un certain nombre de vies qui sont proposées à l'incarnation, mais pas toutes, parce qu'on ne peut pas tout faire, en fait. À un moment, il faut en choisir une, quitte à en choisir une autre après, et puis peut-être des milliers, probablement même des milliers, mais il faut que ce soit l'une après l'autre. Et donc, on va décider de choisir en fonction des conseils avec les guides, de se dire, ben voilà, je vais bosser là-dessus maintenant dans ma prochaine incarnation. Bah, c'est quoi ton choix? Alors, il y a le libre arbitre, cette notion de libre arbitre philosophique et métaphysique très intéressante, terrestre et de l'au-delà, agit aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'incarner, Mhm. mais on est quand même fortement conseillé par les guides. Donc, ils mettent toujours une pression amicale, si on peut dire. Et il y en a même qui choisissent, et c'est d'après certains autres auteurs, dont un psychiatre qui s'appelle Stevenson, qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi, mais pas en hypnose. Dans 10% des cas, il semblerait que les âmes veuillent absolument s'incarner contre l'avis des guides. Alors ceux-là, ils se prennent des karmas quand même. Ils rentrent N'étant vraiment. pas prêt, en fait, du coup. Ouais. Ben, on peut aller contre l'avis des guides, hein, encore une fois, libre arbitre, mais là, ça risque d'être assez difficile. Enfin bon. Donc, à un moment, on choisit une incarnation qui déroule. Donc, on voit toute la vie, hein. Alors après, c'est aussi là que la physique quantique rentre en jeu, c'est qu'il y a des milliers, on a des milliers d'options en fait, et en fonction de la libre arbitre, on va choisir un scénario par rapport à cette trame de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme, un peu, mais dans les séries, dans les DVD, où on a des séries des fins alternatives. Ouais. Ah, c'est L'histoire un peu dont vous êtes à le part. héros. Ouais, ouais. Voilà, on peut en avoir trois, à part que dans nos vies, on en a des milliers. Et c'est en fonction de ce qu'on va sélectionner qu'on va au final se faire un chemin qui va du début à la fin en fait. Voilà. Et puis arrive le moment de l'incarnation. Donc on plonge dans une espèce de truc, on traverse symboliquement le fleuve Lété. Ça a donné la léthargie d'ailleurs, où il y a cette amnésie de l'au-delà, parce que sinon on vivrait pas l'expérience à fond. Là, si tu vas voir un film à suspense et que on te dévoile la fin, ça sert à rien que tu le fasses quoi. Donc il faut que tu oublies ce que tu as déjà fait pour pouvoir vivre l'expérience pleine balle. Tu vois. Et c'est toujours comme ça. Et donc je continue mon raisonnement médical, parce que du coup, c'est du point de vue, alors déjà, surtout personnel, mais aussi comme outil médical, dans cette vision et cette volonté d'avoir le plus de résultats possible et le plus d'outils opérants sur le travail sur la conscience et mon travail médical d'accompagnement pour trouver du sens. Et en l'occurrence, trouver du sens aux maladies des gens que j'opérais de tumeurs, qui, pour latin, d'ailleurs, ça porte très bien son nom, tumeurs, euh, mouraient donc, enfin, ou avaient des pronostics extrêmement sévères, euh, malgré les soins, en l'occurrence, malgré l'intervention. Et ça m'a confronté, alors peut-être que j'ai ça à vivre aussi, mais à un questionnement en disant pourquoi ces gens-là ont ce type de karma et comment, d'une certaine manière, je pourrais accompagner leur âme, essayer d'explorer avec eux, avec des outils, en l'occurrence l'hypnose, pour trouver du sens à ça. En l'occurrence, dans les mémoires, parce que, alors je reviens à Michael Newton, où c'est là, il avait, il m'a permis d'être plus affirmatif finalement dans des intuitions que j'avais eues. Mais là, ça a été pour moi vraiment une révélation, parce que justement, certaines maladies ou certaines circonstances et certaines incarnations sont là pour continuer le travail qui a été effectué parfois 14 vies avant. Ouais. Hein.
Et donc, je me disais, si justement, ils s'en sont arrivés à avoir un karma qui, à 42 ans, va faire en sorte qu'ils vont avoir une maladie maligne, une tumeur maligne cérébrale en l'occurrence, qui va les emporter, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et peut-être qu'il y a les racines du mal se situent très longtemps avant. Alors, je suis parti à la- à la- comment dirais-je, en exploration de ces mémoires avec les quelques patients. Alors, je suis très loin et j'aurai jamais toute la casuistique de Michael Newton. Mais malgré tout, les quelques patients à qui j'ai pu proposer cette expérience, il n'y en a pas eu beaucoup parce que je ne voulais pas les brusquer avec ces approches-là. Voilà, donc il y en a eu peu avec qui j'ai eu un contact et qui, à force de feeling et de questionnement, ont accepté. Alors je n'aurais pas dit on va régresser dans la vie antérieure, hein. J'ai dit voilà, proposer. Et puis j'étais, enfin, c'est toujours une démarche assez humble vis-à-vis de l'approche, c'est-à-dire on va voir ce que votre mémoire va vous révéler avec cet outil hypnotique. C'est ça en fait, ça a été présenté comme ça, hein. C'est pas on va chercher les causes de votre maladie en hypnose, Ouais. certainement. On va explorer. Ouais. On va explorer. Et là-dessus, bah, il y a eu des choses assez intéressantes qui sont arrivées. Est-ce que ça a changé la destinée, le karma de la personne? Je ne sais pas. Bah, de toute façon, ça ne dépend pas de moi, hein. Ça dépend de l'âme et de son incarnation et de ses propres connexions. Je suis comme médecin, médium, un médiateur, intermédiaire. Mhm. Euh, on met en contact et puis on voit ce qui se passe. Bref, il y a eu cette exploration pendant plusieurs années quand même, avec quelques patients. Et je continue. Toute cette démarche-là a été, alors ça a été là pour le coup une expérience personnelle certaines circonstances où j'ai été amené à découvrir un travail, un ouvrage qui est pour moi un chef-d'œuvre de métaphysique et qui est, on pourrait dire, un ouvrage de philosophie spirituelle. C'est un platonisme moderne qui s'appelle Le Cours en miracle. Ouais. Pourquoi Platon? Bon, alors on y revient déjà, pas peu pour le mythe de R. le Pamphilien, mais pour le livre 10 de la République, qui est l'allégorie de la caverne, avec la nature illusoire, ce qu'on apprenait en terminale, avec la nature illusoire de la réalité extérieure, alors ce qui fait écho à la physique quantique, ce qui fait écho à l'Ayurveda, où comment dirais-je, 90% de ce qu'on voit ne peut passer que par nos sens, qui sont extrêmement limités pour capter la réalité, l'entièreté de la réalité. Donc cette nature illusoire, c'est la Maya aussi des Incas, hein, comment il s'appelle, Don Miguel Ruiz, là, et les Alcor Oui. toltèques. D'accord, Toltec. Donc voilà, nature illusoire, c'est un truc très ancien en fait, hein, de l'humanité, de la philosophie, tout simplement. Euh, et c'est ce que dit, alors c'est un texte qui a été pris par Channeling, hein, qui est une psychologue américaine qui s'appelait Helen Schucman, qui était à Columbia University, un esprit extrêmement cartésien et qui pendant 7 ans a reçu par dictée automatique en fait un texte d'être de lumière en fait, d'être ascensionné, d'un être ascensionné particulier. Et ce texte-là m'a beaucoup apporté. Aussi, un autre, si vous voulez enfin, quelques références là-dessus, il y a un, un auteur qui s'appelle Gary Renard, américain, qui a écrit un bouquin, et je vous conseillerais plutôt de commencer, non pas par le cours en miracle, parce que ça peut être un peu difficile, c'est C'est des vers, massif, hein. Ouais, ouais. Pour les euh, personnes qui ne connaissent pas, l'ouvrage est gros comme ça se digère, ça prend quelques années. c'est ça. Et si ça vous intéresse, en tout cas, vous pourrez lire le bouquin de Gary Renard qui s'appelle Et l'univers disparaîtra. Ok. Donc, là-dessus, sur cette vision des choses, et ça rassemblait aussi beaucoup d'autres réflexions, c'est le pouvoir de l'instant présent, c'est-à-dire que tout ce qu'on a à faire, c'est dans cette vie-là. Et l'histoire des vies passées, ben, c'est le passé, en fait. Pouvoir se nourrir pour comprendre une intrigue je sais pas, ressortir la copie qu'on a fait de philosophie, par exemple, puisqu'on en parlait, qu'on a écrite en terminale. Euh, ouais, ok, on a écrit ça à ce moment-là, mais de comment on va s'en nourrir, ben de rien, en fait, finalement. En fait, cet ouvrage, il a changé
ta vision de l'utilité Complètement. en fait, des régressions. Complètement, complètement. Et c'est pour ça. Alors, c'est d'ailleurs les questions que je posais. Il y avait trois questions que je posais quand on amenait justement à explorer ces mémoires. Est-ce vrai? Globalement, oui. Est-ce juste? Oui, pour certains. On peut aller chercher ce qui s'est passé dans nos vies. Il faut savoir quand même qu'on a eu tous des milliers et des milliers, et pour la plupart, bah, elles sont passées de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on va aller se nourrir? Finalement, dans pas tant de cas que ça. Et c'est vrai que, alors, c'est vrai que par certains côtés, le bouquin de Michael Newton m'a plus ébloui qu'éclairé, Mm. au sens où, justement, j'ai été un peu mais j'ai tenté ça en tout cas, de me dire que j'allais trouver l'origine des maladies, encore une fois, dans des choses qui étaient passées. Mais justement, c'est parce qu'elles sont passées. Et que ce qui se passe de l'au-delà, dans l'au-delà avec les guides, c'est un espèce comment je pourrais dire, on fait un débriefing finalement, et puis on repart avec une to-do list. Et des fois, ça ce sont les grands principes, en tout cas pour la spiritualité, dans l'au-delà, c'est tellement un monde de félicité qu'il y a très peu, paradoxalement, il y a très peu de progression spirituelle parce qu'il n'y a pas d'épreuve en fait. On est là pour se nourrir, etc. Et par contre, le plus rentable, et c'est pour ça que les âmes s'incarnent, le plus rentable pour progresser spirituellement, c'est de se confronter à la matière de la terre parce que c'est dur. Les gens disent qu'ils vivent un enfer, ils n'ont pas envie d'aller en enfer, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dès leur naissance, ils y sont en enfer. C'est ça, enfer, étymologiquement, c'est être dans la matière, enfermé dans la matière. Ah, Donc, mais par contre, c'est extrêmement rentable. Et c'est-à-dire que il y a des témoignages, plein de témoignages. Il suffit de voir aussi les témoignages de Edgar Cayce, des gens qui décrivent la même chose que les patients de Michael Newton, Maître Philippe de Lyon, des esprits donc ascensionnés, décrivent donc des gens qui, c'est tellement rentable, donc vont charger la barque au moment de l'incarnation, ils vont se mettre un nombre de dossiers karmiques et de mandats d'incarnation hyper chargés en se disant on va rentrer dans le dur, comme ça on va progresser. Et le truc est tellement lourd que ça finit par un suicide, une mort subite ou un truc comme ça. Parce qu'ils ont vraiment trop chargé la barque. Donc, donc voilà. Donc la première question, est-ce vrai? Oui. Oui, on a vécu, voilà. Est-ce juste? Oui, si tu as envie d'aller voir, va voir. Ça t'appartient, puis chacun fait ce qu'il veut. et est-ce Est-ce utile? utile? Non. Ouais. Non, parce que ça devient, ça peut devenir, et c'est un danger quelque part, de devenir du tourisme karmique. Qu'est-ce qu'on va aller se nourrir du fait que j'étais berger en 1735 et que je suis mort à 25 ans parce que j'ai reçu un mouton qui m'est tombé dessus? Ah. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? C'est une manière Qu'est-ce de que je peux contourner apporter un dans petit ma vie peu. maintenant? C'est une manière de contourner le travail qu'il y a à faire maintenant, en fait. Toi, ton message, ce vers quoi tu es arrivé, c'est arrêtons d'aller chercher les archives et plutôt, voilà, on porte le regard sur qu'est-ce que je vis maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette vie Ben, c'est et, ça. et dans l'instant, quoi. Et justement, parce que les retours de karma, qui sont décrits dans beaucoup de traditions, les retours de karma, ce qui nous arrive là, c'est au début, c'était le problème a juste tapé à la porte. Il a sonné, personne n'a répondu. Et puis, 14 vies après, à force d'avoir tambouriné, il va défoncer la porte, et puis tu vas le prendre dans la figure, en fait, parce que ça s'amplifie. Voilà, c'est tout ce qui ne parvient pas à la conscience survient sous forme de destin. Ça, c'est Jung qui a dit ça. Et c'est tout à fait juste. Oh, Donc, y compris du point de vue médical, puisque je reviens sur ces problématiques médicales. Donc, c'est tout ce qui se passe dans cette vie-là, c'est là où on a un levier d'action. Et plutôt on prendra conscience justement de cette reconnexion, de ce travail spirituel à faire ici et maintenant, et pas d'aller chercher ce qui s'est passé, machin, plutôt on coupera ce cycle, ou on raccourcira en tout cas ce cycle de mort et de réincarnation. Et c'est ce que dit le cours d'ailleurs. Le cours miracle, dans son introduction, dit il y a 10 000 manières d'atteindre l'illumination, parce que c'est ce qu'on veut, d'aller, on pourrait dire, à la droite de Dieu, hein, dans l'unité, parce que c'est ça qu'on veut obtenir. Il y en a 1000, mais celle-ci a une qualité,
c'est que c'est la plus rapide. Oh, Et pour un grand impatient comme moi, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et il est dit à peu près 157 fois, je crois, dans le cours en miracle, c'est pas moi qui les ai comptés, mais que c'était simple. oh, Et on a dit que c'était simple plusieurs fois, mais c'est pas facile. facile. Parce que cette approche du cours en miracle, c'est quelque chose d'assez radical. Mm, Et j'allais dire, c'est pas du tout vendeur. mm. Voilà. Est-ce qu'on peut en dire brièvement dans la présentation générale de cette démarche? Ah, c'est très beau, merci Philippe. C'est passionnant, c'est une vision qu'on a peu l'habitude d'entendre. Tu nous as cité plein de livres, on va les mettre en description pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Et puis on espère que ça viendra nourrir d'ailleurs votre réflexion, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, hein. On vous lit, donc quelle est votre vision des choses? Est-ce que ça vient vous apporter un regard différent? Est-ce que vous avez expérimenté régression, EMI? C'est des sujets dont on parle souvent hein, sur Mental Waves, mais c'est vrai que tu nous as permis de l'aborder avec un angle très intéressant, donc je te remercie, Philippe. Je rappelle que, en plus d'être neurochirurgien, tu es aussi auteur. Tu as écrit un livre aux éditions Albin Michel qui s'appelle Hypnose et auto-hypnose pour soulager la douleur, ça marche, avec des exercices. Tu proposes des formations en hypnose, en auto-hypnose, en neurosciences, ainsi que des ateliers tous les mois en visioconférence le dimanche pour améliorer sa santé, son bien-être grâce à la respiration au mouvement. Voilà, il y a plein de choses, une approche très globale. Donc, on va mettre les liens en description pour que vous puissiez découvrir le travail du docteur Pincalé. Moi, je te remercie à nouveau pour cette belle intervention. Et puis, je vous Merci souhaite à Lydie tous pour une, l'invitation. une très belle journée. Merci, Philippe.